Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment au cœur de la vie en France et qui est essentiel pour quiconque souhaite s'y installer durablement, les droits fondamentaux. Alors, comprendre ces droits, c'est bien sûr très important pour la vie de tous les jours, mais c'est aussi un point central de la formation et de l'entretien civique. On va donc décortiquer tout ça ensemble tranquillement pour que tout soit bien clair. Pour bien commencer, il faut imaginer que la société française est bâtie sur un ensemble de règles. Des règles très importantes, mais attention, loin d'être là pour compliquer les choses, ces règles sont en réalité des droits. Et la mission de ces droits, elle est simple, c'est de protéger chaque personne. Absolument chaque personne. Ils sont là pour garantir que tout le monde puisse vivre en sécurité, dans le respect et avec les mêmes chances. C'est un peu comme un engagement que prend la République française envers toutes les personnes qui vivent sur son territoire. C'est pour ça qu'il est si important de bien les connaître. Ils sont vraiment le ciment de notre vie en commun. Alors, je vous propose de les explorer ensemble, pas à pas, pour bien comprendre ce qu'ils veulent dire au quotidien. Vous êtes prêts? Allons-y! Alors, voici le programme qu'on va suivre. On va d'abord définir ensemble ce que sont les droits fondamentaux. Puis, on s'arrêtera sur un principe essentiel, la dignité. Ensuite, on verra qu'il y a 3 grandes familles de droits. Et surtout, comment ils s'appliquent dans la vie de tous les jours. On terminera avec la notion de citoyenneté et un petit résumé des points clés à garder en tête pour votre entretien. D'accord. Alors entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on entend très exactement par droits fondamentaux? C'est vraiment le point de départ de tout le reste, la fondation de la maison. Alors, regardons bien cette définition. Les droits fondamentaux, ce sont les règles les plus essentielles, les plus basiques, qui permettent à chacune et à chacun de vivre bien, de s'épanouir en sécurité. C'est un véritable socle commun de respect mutuel. Le mot le plus important ici, c'est le mot « tous ». Vraiment, il faut insister là-dessus, ces droits protègent chaque personne sans aucune exception. Homme ou femme, jeune ou âgé, peu importe ses opinions politiques, sa religion, sa couleur de peau ou sa manière de vivre. Personne, absolument personne n'est exclu de cette protection. C'est ça qui garantit la dignité, le respect, l'égalité et la justice pour chaque individu. Et attention, ces droits ne sont pas sortis de nulle part et ne sont pas arrivés par magie, non. Ils sont le fruit d'une très longue histoire. Comme on peut le voir ici, ils sont inscrits dans des textes juridiques très importants, des textes français mais aussi européens. Tout commence symboliquement en 1789, pendant la Révolution française, avec la très célèbre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est vraiment le texte fondateur. Il affirme pour la première fois que tous les humains naissent libres et égaux en droit. C'était une révolution. Et puis avec le temps, d'autres textes sont venus ajouter leur pierre à l'édifice pour compléter et renforcer ces droits. On a les différentes constitutions françaises, la Convention européenne des droits de l'homme et plus récemment même la Charte de l'environnement. Tout ça, ça montre à quel point ces droits sont solides et qu'ils sont vraiment ancrés au plus profond de l'identité de la société française. Voilà, maintenant que le cadre général est posé, on va s'intéresser au principe qui est à la base de tous les autres. C'est un peu la racine de l'arbre. C'est une idée toute simple en apparence, mais qui est d'une puissance incroyable. C'est la dignité humaine. La dignité humaine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est l'idée que chaque être humain, sans la moindre exception, a une valeur immense, une valeur en soi. Et cette valeur, elle ne dépend de rien, ni de sa richesse, ni de son travail, ni de son état de santé ou de son âge. On la possède simplement parce qu'on est un être humain. C'est pour ça que le respect qui en découle est dit inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'a aucune condition à remplir pour le mériter. Et le point crucial, c'est la dernière phrase. Une personne ne doit jamais être traitée comme un objet. Par exemple, forcer quelqu'un à travailler dans des conditions dégradantes, c'est le traiter comme une machine, un simple outil. Et ça, c'est une atteinte très grave à sa dignité. Ce grand principe de dignité, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Non, il a des conséquences très concrètes. Il est la source de plusieurs droits absolument essentiels. On les retrouve par exemple dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a bien sûr le droit à la dignité elle-même, mais il y a aussi le droit à la vie, qui protège l'existence de chaque personne. Il y a le droit à l'intégrité de la personne. Ça veut dire que notre corps et notre esprit nous appartiennent et qu'ils doivent être respectés. Et puis, il y a des interdictions absolues, qui ne tolèrent aucune exception. Par exemple, l'interdiction de la torture ou des traitements humiliants, et bien sûr l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Tous ces droits découlent directement de cette idée que chaque vie humaine a une valeur inestimable, une valeur sacrée. Bon, pour y voir un peu plus clair dans tout ça, on a pris l'habitude de classer les droits en 3 grandes catégories, 3 familles si vous préférez. Ce n'est qu'une façon de ranger les idées, mais c'est très utile pour mieux les comprendre et les retenir. Alors, regardons ça de plus près. Alors, la première famille, ce sont les droits de la personne humaine. On peut dire que ce sont les droits individuels, ceux qu'on possède dès la naissance juste parce qu'on est un être humain. C'est par exemple la liberté de penser, la liberté de s'exprimer ou encore le droit à l'égalité devant la loi. La deuxième famille, ce sont les droits économiques et sociaux.
Là, l'idée est un peu différente. Pour que ces droits existent dans la réalité, il faut que l'État agisse, qu'il intervienne. C'est par exemple le droit à l'éducation ou le droit à la santé. Pour que tout le monde puisse aller à l'école ou se faire soigner, l'État doit construire et financer des écoles et des hôpitaux. Et enfin, il y a la troisième famille, qui est plus récente. Elle regroupe les droits qu'on appelle de troisième génération. Eux, ils sont basés sur l'idée de solidarité et ils concernent tout le monde, sur toute la planète. On y trouve par exemple le droit à l'environnement sain ou encore le droit à la paix. Très bien, on a vu la définition, l'histoire, les grandes catégories. Mais maintenant, la question la plus importante, c'est concrètement dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que ça se traduit ? C'est la partie la plus pratique, celle qui nous touche le plus directement. Alors passons à des exemples concrets de la vie quotidienne. Prenons un des plus grands principes, l'égalité. Comment est-ce qu'on le voit en action ? Eh bien, un peu partout. D'abord à travers le suffrage universel, qui donne le droit de vote à chaque citoyen, et la voix de chacun a exactement le même poids. Ensuite, l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un pilier de la société française, que ce soit au travail, dans l'espace public ou dans la famille. Il y a aussi l'égalité devant la loi. Ça veut dire que la loi est la même pour tout le monde, sans privilège, sans exception. Pareil pour la justice. Chacun a le droit d'être jugé de la même manière. L'égalité, ça s'applique aussi aux devoirs, comme le fait de payer des impôts en fonction de ses moyens. Et enfin, un point très concret et très important, l'égalité d'accès à l'emploi. La loi interdit de refuser un travail à quelqu'un à cause de ses origines, de sa religion, de son sexe ou de ses opinions. Voilà un autre droit fondamental, cette fois dans le domaine de la justice. C'est la présomption d'innocence. C'est un principe essentiel pour protéger chacun contre des accusations qui pourraient être fausses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que si une personne est accusée de quelque chose, la justice doit la considérer comme innocente au départ. C'est à l'accusation de trouver des preuves solides, convaincantes, pour démontrer qu'elle est coupable. Tant que cette preuve n'est pas apportée, à la fin d'un procès juste, eh bien la personne reste innocente aux yeux de la loi. Ce n'est donc jamais à l'accusé de prouver son innocence. C'est toujours à la justice de prouver sa culpabilité. Parlons maintenant de la vie de couple, de la vie affective. En France, la liberté est aussi au cœur de ce domaine. C'est ce qu'on appelle la liberté conjugale. D'un côté, ça veut dire que chacun est libre de choisir la personne avec qui il ou elle veut former un couple, que ce soit une personne de même sexe ou de sexe différent. Chacun est aussi libre de choisir la forme de cette union. On peut se marier, on peut signer un pax, on peut tout simplement vivre ensemble en concubinage. Et cette liberté, elle fonctionne dans les deux sens. De la même façon qu'on est libre de s'unir, on est libre de se séparer. Le divorce permet de mettre fin à un mariage, le pax peut être dissous, et quand on vit en concubinage, la séparation ne demande aucune formalité. La clé, à chaque étape, c'est le consentement libre de chacun. Un autre aspect très important de la liberté de chaque personne, c'est le droit de disposer de son corps. C'est le droit de faire ses propres choix concernant sa santé, sa vie intime. Et pour que ce droit soit bien réel, l'État a mis en place des aides concrètes, par exemple pour faciliter l'accès à la contraception pour les plus jeunes. Tous les moyens de contraception pour les femmes de moins de 26 ans, ainsi que les préservatifs pour tous les jeunes hommes et femmes de moins de 26 ans, sont gratuits. On peut les obtenir facilement en pharmacie. L'objectif, c'est que chacun, et surtout les jeunes, puissent faire des choix responsables pour sa santé sexuelle, sans être bloqués par des questions d'argent. Et dans le même esprit, le droit de disposer de son corps inclut pour une femme le droit de décider d'interrompre une grossesse qu'elle ne souhaite pas. C'est ce qu'on appelle l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. C'est un droit reconnu pour toutes les femmes, sans condition d'âge. Une jeune fille mineure peut y avoir recours sans avoir besoin de l'autorisation de ses parents. Et pour être sûr que ce droit soit bien réel et accessible à toutes, l'IVG et tous les actes médicaux qui y sont liés sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Là encore, l'idée est de supprimer tous les obstacles financiers pour que ce choix personnel reste une liberté effective. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des droits qui s'appliquent à toute personne qui vit en France. Mais il y a une catégorie de droits et aussi de devoirs qui sont spécifiquement liés au fait d'avoir la nationalité française. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté. Faisons le point là-dessus. Alors, quelle est la différence ? C'est assez simple. Un citoyen français, c'est une personne qui possède la nationalité française. Et cela lui donne des droits politiques bien spécifiques qui sont le cœur de la vie démocratique. Par exemple, le droit de voter à toutes les élections, présidentielles, législatives, municipales, mais aussi le droit de se présenter comme candidat à ces élections. En échange, le citoyen a aussi des devoirs particuliers comme participer à la défense du pays. Une personne étrangère, elle, vit en France sans avoir la nationalité française. Bien sûr, elle bénéficie de tous les droits fondamentaux dont on a parlé, le respect de sa dignité, la sécurité, la liberté d'expression. Et comme toute personne présente sur le territoire, elle a le devoir de respecter les lois françaises. La grande différence se situe donc au niveau des droits politiques qui sont, pour la plupart, réservés aux citoyens français. Nous voilà arrivés au bout de notre parcours. On a vu beaucoup de notions, je sais. C'est pourquoi il est temps maintenant de faire une petite synthèse des idées les plus importantes, celles qu'il faut absolument avoir en tête, notamment en vue de l'entretien civique. Considérez ça comme une petite aide-mémoire, des points essentiels.
Le premier point, c'est le plus fondamental de tous. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci, la dignité humaine est le principe de base de tout. Ça signifie simplement que chaque personne a une valeur en elle-même, une valeur immense, et qu'elle mérite un respect total, sans condition, juste parce qu'elle est un être humain. C'est vraiment le socle sur lequel tous les autres droits sont construits. C'est l'idée mère. Le deuxième point essentiel à retenir, c'est la liberté, et en particulier la liberté d'expression. C'est le droit d'avoir ses propres opinions et le droit de les exprimer publiquement. C'est un pilier de la démocratie, ça permet le débat d'idées. Mais, et c'est très important de le comprendre, cette liberté n'est pas absolue. Elle a des limites qui sont fixées par la loi. Par exemple, on ne peut pas l'utiliser pour insulter, pour diffamer ou pour appeler à la haine ou à la violence contre d'autres personnes. C'est donc une liberté qui s'exerce toujours dans un cadre de respect des autres. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour la réflexion. Après tout ce qu'on a vu, essayez de vous demander comment ces droits fondamentaux se manifestent-ils dans ma vie de tous les jours ? Au travail, dans la rue, dans mes relations avec les autres, dans la société ? Répondre à cette question, c'est vraiment comprendre le cœur du projet de la vie en commun en France. C'est la clé, non seulement pour réussir l'entretien civique, mais surtout pour bien s'intégrer et participer pleinement à la vie dans ce pays. Je vous remercie pour votre attention.